Bonjour et bienvenue sur Corrèze Télévision. Aujourd'hui, dans le cadre du 16e Festival du cinéma de Brive, l'équipe d'Arsonval, option cinéma CAV, reçoit Johanna Sikowska et Marianne Compo, chargées au niveau du grec, ainsi que Inès Loisillon, réalisatrice. Colline et Solène, je vous laisse la parole. Bonjour, alors ma première question c'est à Johanna Sikowska. Alors pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le grec et quelle est sa signification? Bonjour et merci pour cette invitation. En fait, le grec, ça veut dire groupe de recherche et d'essais cinématographiques. C'est une structure qui existe depuis longtemps. En fait, cette année, on fête nos 50 ans d'existence. Cette structure qui est une association loi 1901 qui produit de premiers films de court-métrage a été fondée donc en 1969 par Jean Rouch, réalisateur, et par deux producteurs, Anatole Deman et Pierre Bromberger. Il faut savoir que le grec est ouvert à tous. Il ne faut pas avoir fait nécessairement les études de cinéma ou les études tout court. Tout le monde peut postuler, encore une fois, avec cette idée de débuter, de faire un premier film. Et il y a différentes manières de postuler, avec scénario, avec des images. Et c'est ouvert à tous. Colline ? Alors moi j'avais une question pour Marianne du coup. Comment ça se passe au niveau de la diffusion des films au grec ? Alors, le grec, on produit des films avec des budgets qui sont assez petits, donc c'est une sorte de transition entre le monde étudiant, ou pas étudiant, mais entre on vient de nulle part, et le monde professionnel. Nos budgets sont restreints, mais en revanche, les films qu'on fait ont une facture assez professionnelle, et si on ne le sait pas, on voit pas qu'ils ont été faits avec des très petits budgets, et donc ils sont diffusés de la même manière que les films produits, on va dire, dans des conditions professionnelles, avec une production privée. C'est-à-dire qu'ils vont en festival, donc voilà, celui d'Inès avait été sélectionné dans une dizaine de festivals et avait eu un prix, notamment au festival Silhouette à Paris. Ensuite, on peut nous les proposer à des télévisions qui les achètent pas tout le temps, mais voilà, qui au moins les repèrent. Et puis pour Inès, par exemple, ça avait permis que son film d'après soit préacheté par France Télévisions. Et ils sont diffusés dans des lieux partenaires comme les cinémathèques, des cinémas avec qui on travaille, tout un tissu associatif qui fait un travail énorme tout au long de l'année pour proposer des séances de court-métrage, et évidemment sur Internet, en fin de parcours, on va dire. Voilà, vous pouvez trouver sur notre site une centaine de films qui sont en ligne, toujours avec l'accord de leurs auteurs, en ligne dans leur intégralité. Solène ? J'ai encore une question pour vous, Johanna. Quelles sont les aides et les accompagnements que vous avez proposés ? Déjà, notre première aide, c'est l'aide à la réalisation, en fait la production. On prend en charge la production d'un projet qui a été proposé au grec et qui a été sélectionné, et on propose un accompagnement qui commence déjà à l'étape du scénario jusqu'à la diffusion, comme vient de préciser Marianne. Et il y a différentes manières de postuler. On peut déposer un scénario. On peut déposer un descriptif d'un documentaire. Enfin, tous les genres on reçoit, on accepte tous les genres de cinéma, des essais, des animations aussi, de films expérimentaux. Et en fait, l'aide maximale par projet est plafonnée à 18 500. Colline, une nouvelle question ? Oui, madame du coup Loisillon. Qu'est-ce que le grec vous a apporté dans la production, enfin dans l'accompagnement de votre film? Alors, c'est une question assez vague, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà, beaucoup de joie, de façon très simple, d'excitation, de peur, mais beaucoup d'excitation. Et non, le grec, ce qu'il apporte, c'est surtout une première expérience professionnelle, comme le disait Marianne. Je pense que c'est c'est une sorte de passerelle entre des films qu'on peut avoir fait avant, autoproduits, où on a déjà acquis une première expérience, et les films qu'on fera après, et c'est un premier pas dans la professionnalisation, je dirais. Quelle étude ou parcours avez-vous fait ?
Alors j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le cinéma. J'ai fait des études plutôt de lettres, d'histoire des arts et de philosophie. Et un peu de théâtre côté mise en scène. Mais j'ai pas du tout abordé le cinéma dans mes études. Alors comment on arrive justement à faire un film ? Je pense qu'il y a il n'y a pas une recette pour faire un film, il y a plein de façons de faire un film. Dans mon cas, je voulais pas mêler le cinéma au scolaire forcément parce que j'avais peur que ça... Je pense que ça intimide une part artistique ou que ça inhibe quelque chose comme ça. Mais ça veut pas dire que je suis contre les écoles de cinéma. Hein. Je pense que c'est très bien pour plein de raisons, y compris rencontrer les gens de sa génération, qui est un truc hyper important dans le cinéma, vu que c'est quand même un art collectif. Il y a un côté cirque. Et en fait, en faisant, moi c'est en faisant mon premier film autoproduit à 18 ans pendant les grandes vacances avec des copains que je me suis dit, ça me plaît, j'ai envie de continuer, quoi. Continue. Qu'est-ce qui vous a permis, en faisant ce film, qu'est-ce que vous avez développé comme expérience Pour la suite ? Oui. Alors, comme disait Marianne, il m'a permis d'avoir les financements de France 2 sur le film suivant, de rencontrer ma productrice des films suivants, je l'avais oublié même tellement c'est évident, qui avait sélectionné Kiss Me Not sur scénario, qui était dans les collèges de lecture en fait, dont parlait Johanna, qui sélectionne les scénarios. Et Charlotte Vincent, qui est ma productrice d'Aurora, elle était dans ce collège de lecture, elle avait choisi Kiss Me Not, elle l'a vu, et ensuite elle m'a demandé si j'avais un scénario à lui envoyer, et je lui ai envoyé le scénario de Cape Cod, qui est mon deuxième film. Et on a commencé à travailler comme ça. Ça m'a permis aussi de fonder une équipe qui m'est plutôt fidèle. Enfin, j'aime beaucoup retravailler avec les mêmes personnes. Et il y a des personnes avec qui j'avais déjà travaillé sur Kiss Me Not, mais d'autres que j'ai rencontrées sur le film. Les festivals comme celui-ci qui se termine dimanche, en quoi ça profite aux vies du film ? Tout simplement, déjà, il est vu, parce que le court-métrage, contrairement au long, ils ne sont pas diffusés dans le cinéma. Enfin, avant, on avait des courts-métrages avant les longs, mais maintenant, on a 20 minutes de pub. Donc, la vie des courts-métrages, c'est essentiellement les festivals et la télé, parfois, pour ceux qui sont achetés à la télé. Donc, ils permettent d'être vus déjà par vous ce matin, par exemple, par un public qui ne me connaît pas. Et ensuite, ça peut faciliter pour le film suivant le parcours en festival qui est plus ou moins réussi des films précédents peuvent faciliter le parcours des films suivants. Je m'adresse à la chargée de diffusion. Un film et un court-métrage aujourd'hui, sans festival, quels sont les moyens de diffusion qu'on rencontre le plus ? Les télévisions ne sont pas très friandes ? Les télévisions, il y a quelques télévisions qui achètent et préachètent des courts-métrages. Il y en a pas à part TF1 et M6 qui en achètent pas, il y a plein d'autres chaînes qui achètent et qui diffusent des courts-métrages, même si c'est dans des horaires tard la nuit, etc. Après, avec le très tard, mais il y a le catch-up maintenant, donc en fait on peut regarder assez facilement les courts-métrages qui sont pris dans les différentes chaînes, que ce soit France 2, France 3, Arte, Canal+, les chaînes comme ça. Là, il y a Ciné+, qui est partenaire du festival, qui en diffuse aussi. Il y a vraiment pas mal de chaînes en fait qui en diffusent. Après, nous, ce qu'on produit, c'est des premiers films qui sont très peu repérés, qui ont parfois des faiblesses, donc ils ne sont pas dans un format forcément défini pour la télévision. Donc effectivement, il y a d'autres moyens de diffuser. Donc comme je vous disais, nous on a des salles partenaires. En fait, le tissu de salles, le tissu de diffusion, que ce soit les salles, le réseau associatif, diffuse pas mal de courts-métrages. Pas tellement en avant-séance, ça s'est un peu perdu, même s'il y a quand même pas mal de salles qui le pratiquent encore. Mais voilà, avec des projections, des cartes blanches, des projections thématiques, il y a pas mal de choses qui se passent autour du court-métrage. Et souvent un public assez friand de ces formes-là, qui sont courtes, où on découvre énormément de choses. Et après, il y a évidemment Internet, qui est quand même un vecteur assez important maintenant, et de plus en plus avec des plateformes VOD, SVOD, que ce soit l'agence du court-métrage avec Bref Cinéma, il y a Mubi, Tank, il y a pas mal de plateformes qui se spécialisent et qui diffusent du court-métrage. Justement, aux futurs réalisateurs, vous avez des conseils à donner ? Aux futurs réalisateurs juste pas se laisser intimider par la dent du doute, mais en faire un moteur, je pense. Et foncer et avoir confiance en soi. Alors je vous propose de regarder tout de suite un petit extrait.
vos inspirations précises et pourquoi ça vous inspire? Les inspirations, c'est-à-dire quel art, par exemple, m'inspire? Ouais. Alors ça, je dirais que c'est pas tant le cinéma, même si je suis très cinéphile, que ça peut être la peinture, la photographie, beaucoup la photo pour les cadres ou les textures d'images. Même si évidemment le cinéma irrigue aussi mon propre cinéma. Enfin, je suis spectatrice avant d'être réalisatrice, mais et en particulier pour Kiss Me Not. Oui, pourquoi pas. Alors au moment de Kiss Me Not, je pense qu'il y avait tous les teen movies américains, que ça soit American Graffiti, tous les films de John Hughes. Je pense au film de Peter Bogdanovich, La Dernière Séance, qui est un autre, qui est en noir et blanc d'ailleurs. Il y avait aussi des teen movies français, même s'il y en a moins, que j'aime beaucoup. Un film comme La Boum, par exemple, je le regarde et re-regarde. J'aime beaucoup ce film. Diabolomante. Et il y avait aussi beaucoup de photos. Je me souviens, il y avait toute la série de photos de la glace de Lynn Davis, qui est un photographe anglais, il me semble. Et deux photographes américains qui travaillent beaucoup sur l'adolescence en noir et blanc, Joseph Szabo et Joseph Sterling, que je regardais beaucoup à cette période. Et il y avait pas tellement, il y avait plus de photos que de peintures pour Kiss Me Not. Mais il devait avoir un peu de peinture. Mais par exemple, je me souviens que les stries de glace, j'aimais beaucoup le peintre italien Fontana, qui fait des stries sur ses tableaux, en fait, qui découpe ses toiles, comme un geste de couteau qui crève la toile. Et notamment des toiles blanches, donc où il n'y a que la fente au milieu de la toile. Et ça m'avait inspiré pour les stries de glace dans Kiss Me Not. Alors je vous propose de regarder maintenant un nouvel extrait. Sur les décors du film, pourquoi avoir fait le choix de tourner dans une patinoire? Alors, ça c'est venu avec la glace en fait. C'était la matière, la glace qui m'intriguait au départ de Kiss Me Not. Et après, je crois que je voulais faire une sorte de faux film de montagne urbain. Et donc dans la ville, le terrain qui ressemble à la montagne, je dirais que c'est la patinoire. Et j'avais choisi celle-ci, notamment pour son trompe-l'œil très kitsch, très décati un peu, parce que la patinoire d'Anières, là où Kiss Me Not a été tournée, elle date des années 70, où il y avait un trompe-l'œil de montagne qui confrontait un peu ces deux réalités, avec aussi les images de Super 8. Mais sinon, de façon plus globale, j'aime bien les films où le décor impose une situation et où en fait et tous mes films après en fait ont cette chose où je tourne dans un décor dispositif un peu en fait, où le décor est déjà suffisamment fort pour être un socle solide de narration, et après il permet juste un fil narratif et une narration très mince. Et c'était le cas de la patinoire, j'ai trouvé, et ça me plaisait. Et moi je vais passer au dialogue. Est-ce qu'ils ont été improvisés? Et je pense, je reviens juste à la question d'avant, c'était aussi un terrain sonore très intéressant, je trouvais, la patinoire. Les dialogues, est-ce qu'ils ont été improvisés? Non, les dialogues, ils sont très écrits, à part quelques scènes. Par exemple, la scène du flipper, c'est une scène improvisée. Avec évidemment, je les guidais dans l'improvisation, mais on tournait à ce moment-là, Chloé Bouon, la chef-op, avait la caméra dans les mains, au Steadicam, il me semble, au Steadicam, et on a beaucoup tourné sans arrêter la caméra. Et la séquence en fin de journée, au milieu de la nuit tombée, où ils quittent la patinoire, ils sont devant les grillages du terrain de foot, où là, il y avait aussi une improvisation. Mais dans les improvisations, ils avaient quelques répliques qui étaient écrites à dire pour suivre la narration, en fait. Dernière question, quels sont le futur, du coup, les autres projets après ce film?
En ce moment, En ce moment. ou ce que j'ai fait depuis? Non, après, maintenant, ce qui va venir. Alors, ce qui va arriver. venir, je vais tourner un petit film cet été à l'occasion des 50 ans du grec, qui a une collection de 3 films. Et je suis en cours de financement de 2 autres films, une comédie, Chagrine, et un moyen métrage. Très bien. Merci d'être venu en plateau. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par l'option CAV Cinéma Audiovisuel du lycée d'Arsonval. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci.